Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement si vous appréciez mon travail, bien sûr. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 16 novembre 2024 avec comme titres principaux. Tout d'abord, on a Kiev qui envisagerait de lancer une bombe atomique sur la Russie. Alors évidemment, uniquement si elle est dos au mur. Alors comment le sait-on? Ben, tout simplement parce qu'il y a un document qui a fuité du ministère de la Défense ukrainien, car le ministère de la Défense ukrainien a fait une commande d'un tel projet à un groupe de réflexion ukrainien, et ça a fuité. Donc on va regarder ça en article. Ensuite, on a Washington qui apparemment envisagerait de se débarrasser de Zelensky et de le remplacer par éventuellement Zaloujny. Zaloujny qui est le prétendant numéro un pour remplacer Zelensky. Alors comment le sait-on? On le sait par deux choses. On a d'abord The Economist qui fait une étude sur cette possibilité. Le problème, c'est quand on a des grands journaux internationaux qui commencent à parler de possibilités comme cela. Alors, The Economist, New York Times, Washington Post, des organes de propagande du gouvernement américain, eh bien, en général, peu de temps après, cela s'avère vrai. Et oui. Alors là, pour une fois, je vais aussi vous montrer un article qui ne sera pas que The Economist, qui en parle longuement, mais aussi un article d'un journal russe qui est Sputnik International. C'est très rare quand je montre des articles de journaux russes. Donc, et là, pourquoi exceptionnellement je vais vous montrer un article de Sputnik? C'est parce que là, on a une révélation de la part des services secrets russes. Et pour eux, bah, c'est beaucoup plus tangible que ça. Ce ne sont pas des conjectures argumentées comme dans l'article de The Economist que nous allons voir, mais là, quelque chose de plus sérieux. Bon, encore une fois, c'est d'après les services secrets russes. Après, évidemment, on y croit, on n'y croit pas, mais j'ai trouvé que la coïncidence était étonnante puisque l'article de Sputnik est plus vieux d'un jour par rapport à l'article de The Economist. Donc c'est les Russes qui ont dégainé les premiers et ensuite on a cet article de The Economist. La coïncidence est flagrante. Maintenant, encore une fois, ce ne sont que des conjectures. Nous allons voir ça. Et enfin, nous allons voir que sur Kursk, eh bien, les Ukrainiens envoient leurs troupes d'élite. Ça, on le savait. N'oublions pas que l'invasion en Russie par les Ukrainiens s'est fait par des troupes d'élite principalement, avec uniquement du matériel de l'OTAN. Hein, donc HIMARS, chars Abrams, Léopard, etc., etc. Ça s'est fait qu'avec du matériel de l'OTAN, donc et avec des troupes d'élite ukrainiennes. Alors, encore une fois, pour ceux qui me suivent, nulle surprise, parce que je vous le dis depuis le 10 août, hein, sachant que l'invasion ukrainienne s'est faite le 6 août à Koursk. Et bien sûr, nous allons voir l'état militaire concernant Koursk, mais aussi l'état du front à l'est, principalement dans le Donbass, via trois articles principalement, El País, Financial Times et le site de référence américain militaire, Military Watch Magazine. Nous allons voir tout cela, bien sûr. Bien entendu, cette vidéo est en trois parties. Il y aura les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Alors bien entendu, les informations générales vous permettront de connaître bien d'autres informations, alors, militaires bien entendu, l'armement, mais aussi économiques comme d'habitude. Bref, commençons.
Alors on va commencer avec un article du quotidien anglais The Mirror qui nous dit l'Ukraine est à quelques mois de fabriquer une nouvelle bombe nucléaire pour la faire exploser sur la Russie. À quelques mois, hein. Le nouveau rapport publié par le groupe de réflexion militaire ukrainien Centre d'études sur l'armée, la conversion et le désarmement n'a pas encore été officiellement approuvé par le régime de Kiev. Vous notez, maintenant c'est le régime de Kiev, hein. Petit changement dans les médias, hein. C'est un grand journal anglais, hein. L'Ukraine pourrait être à quelques mois de fabriquer une bombe nucléaire capable d'infliger des dégâts de type Nagasaki à une ville russe si les États-Unis abandonnent leur aide militaire, ont affirmé de hauts responsables, hein, entre guillemets ukrainiens. Donc là déjà pour moi, je vois là du chantage. C'est si vous me donnez pas ce qu'il faut, eh bien moi je menace de lancer une bombe atomique sur la Russie. Donc attention, hein, moi je suis là pour vous menacer d'une éventuelle troisième guerre mondiale. Attention. Volodymyr Zelensky pourrait recourir à l'option nucléaire si les nouveaux responsables de Trump refusaient de fournir à l'Ukraine les fonds nécessaires à la défense de l'Ukraine contre l'agression russe, selon un nouveau document d'information. Ce document, préparé pour le ministère ukrainien de la Défense, suggère que l'Ukraine dispose de la technologie nécessaire pour développer rapidement une bombe rudimentaire. Ah, dis donc, quelle affaire! Alors moi, selon tout ce que je sais de l'Ukraine, l'Ukraine serait incapable de fabriquer une bombe atomique, absolument incapable, tout du moins sans l'aide secrète de l'Occident. Alors déjà pour la fabrication de la bombe atomique, mais en plus pour avoir le vecteur nécessaire, missiles, avions, voilà. Bon, je n'y crois pas vraiment, et là pour le coup ce sera un missile, parce qu'avec un avion, l'avion se ferait descendre bien évidemment. Donc le vecteur, ce serait un missile. Alors évidemment, tout ça ne représente que mon opinion, hein. Cela n'est que mon opinion. Mais tout du moins, je n'y crois pas pour plusieurs raisons. Alors moi, à ma connaissance, l'Ukraine n'a aucun ingénieur nucléaire ou des ingénieurs nucléaires capables de faire une bombe atomique. Je n'ai jamais rien lu là-dessus. Alors ensuite, ceux qui penseraient que, étant donné que l'Ukraine abritait un arsenal nucléaire, donc aurait les compétences pour s'occuper d'une bombe atomique, non, parce que historiquement, l'arsenal nucléaire était russe, quoi, appartenait à l'Union soviétique, était géré par des ingénieurs russes et par l'administration russe. L'Ukraine ne gérait en aucun cas, de près ou de loin, l'arsenal russe de l'Union soviétique à cette époque-là. Donc pourquoi l'Ukraine s'en est débarrassée? Pour plusieurs raisons. Déjà, ça coûtait de l'argent parce que c'était du stockage pour rien qui n'aurait servi à rien de toute manière. En plus, fallait maintenir cet arsenal nucléaire, ça coûte énormément d'argent, et en plus, il faut les matériaux radioactifs nécessaires, par exemple du plutonium. Voilà, donc tout ça coûte très cher, demande une grosse logistique. Bref, les Ukrainiens s'en sont débarrassés parce que déjà, d'une, ils n'en avaient pas besoin et ils étaient incapables de maintenir cet arsenal-là. Bref, donc les Russes ont repris tout ça à l'époque, mais encore une fois, je le répète, c'était les Russes qui géraient entièrement l'arsenal nucléaire en Ukraine. Voilà. Donc pour moi, je n'y crois pas, c'est du bluff. Pour moi. Un extrait du document rapporté par le Times affirme que le régime de Kiev en temps de guerre pourrait chercher à créer une simple bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan. Il affirme, le document, créer une simple bombe atomique comme l'ont fait les États-Unis dans le cadre du projet Manhattan ne serait pas une tâche difficile 80 ans plus tard. Le document ajoute que Kiev pourrait même construire la bombe sans les ressources massives qui ont permis le projet américain il y a près de 80 ans.
Il avance l'hypothèse que les responsables auraient seulement besoin d'extraire du plutonium à partir de barres de combustible usagées provenant des réacteurs nucléaires du pays. Tiens, c'est intéressant. L'Ukraine abrite la centrale nucléaire de Zaporojie, la plus grande d'Europe, qui compte 6 réacteurs, en incluant les 3 autres centrales du pays. Le régime de Kiev pourrait récupérer les barres usagées des 15 réacteurs au total, ce qui lui donnerait suffisamment de matière pour créer une bombe qu'il pourrait théoriquement utiliser contre la Russie. Vous voyez? Très intéressant, hein. Alors évidemment c'est complètement ridicule. Alors, déjà pour ce que je vous ai dit précédemment, et en plus ce n'est pas si simple d'extraire du plutonium à partir de barres de combustible usagées. Ça demande des ingénieurs parfaitement formés, ça demande de la logistique, de la haute technologie, du matériel important, bref tout ce que l'Ukraine n'a pas à ma connaissance, encore une fois, sauf aide secrète de l'Occident. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'Ukraine qui veut utiliser la centrale nucléaire de Zaporojie pour leur grand projet. Je veux bien, mais la centrale de Zaporojie, en attendant, elle est entre les mains des Russes. Et les Ukrainiens ont fait moult batailles amphibies pour essayer de récupérer la centrale de Zaporojie. Ils n'ont jamais réussi. Centrale de Zaporojie qui est dans l'oblast de Zaporojie, donc qui appartient aux Russes, pour les Russes tout du moins. Donc tout ça est absolument lunaire. C'est ridicule. Tout est ridicule là-dedans. Alors moi je pense, ce n'est que mon opinion, je pense qu'en fait ça c'est que du bluff. C'est que du bluff pour faire peur à Trump ou pour faire du chantage à Trump ou même à l'Occident, afin qu'il y ait toujours un approvisionnement en armes et en finances pour Kiev. Voilà, pour moi, ça n'a que ça comme but, et comme par hasard, ce document a fuité. Et oui, il n'a pas été rendu public. C'est suite à une fuite. Pour moi, c'est une fuite contrôlée, hein, pour moi. Parce que si on prend dans ce cadre-là d'une fuite contrôlée que c'est du bluff et que c'est juste là pour faire une pression ou un chantage vis-à-vis de l'Union européenne et des États-Unis, là tout devient cohérent. Par contre, si on prend ça sérieusement, non, il n'y a rien de cohérent. Pour moi, c'est complètement ridicule. Bref, nous verrons bien comment cela va se finir. Alors là, on va voir un article de The Economist qui est très intéressant et qui m'a mis tout de suite la puce à l'oreille. Vous allez comprendre pourquoi. Il est titré « Volodymyr Zelensky face à une lutte de pouvoir en 2025. Alors que le moral baisse en Ukraine, on parle d'un changement au sommet. » Alors pourquoi ça m'a mis tout de suite la puce à l'oreille? Puisque la veille, j'avais vu un article de Sputnik qui en parle de manière beaucoup plus tangible suite aux révélations des services secrets russes. Mais comme par hasard, le lendemain, on a cet article qui apparaît de The Economist. J'ai trouvé la coïncidence énorme. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, mais en tous les cas, elle est énorme. Et en plus, j'ai envie de vous dire, c'est typique des grands médias occidentaux de préparer les populations aux grands changements, en particulier d'un changement de régime. Et c'est vraiment typique, hein, la CIA le fait depuis 70 ans partout dans le monde. C'est les techniques de base, hein, on diabolise toujours un régime pour faire tomber ce régime ou pour un changement de régime. C'est classique, on l'a vu là récemment en Géorgie et en Moldavie pour les derniers États qui ont subi cela. Voilà, donc c'est extrêmement classique. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Pour l'instant, 2 dates sont sur les lèvres des politiciens de Kiev. Le 20 janvier 2025, date de l'investiture de M. Trump, premier moment pour un éventuel cessez-le-feu et une levée de la loi militaire. Et le 25 mai, date la plus proche évoquée pour des élections.
Bah oui, parce qu'en réalité, Zelensky n'est plus président depuis le 25 mai de l'année dernière. Hein. Donc là, il ne peut pas esquiver plusieurs années d'affilée comme ça une élection. Déjà. Parce que alors là, là ce serait le dictateur tyrannique de la pire espèce qui soit. Donc, mais bon, il pourrait toujours, encore une fois, prétexter la loi de la guerre, que ce n'est pas le moment, que l'Ukraine est en guerre. Il pourrait le faire, hein, il pourrait dire ce qu'il a dit déjà l'année dernière. Mais là, ça passerait mal, et là, Zelensky est de plus en plus mal vu par l'Occident. Alors bien sûr, la présidence dément toute préparation d'un scrutin. Cependant, il semble néanmoins que le travail préparatoire ait commencé. Les bureaux de vote régionaux se mobilisent et les listes de candidats commencent à être élaborées. Tiens, tiens, mais comment The Economist sait déjà tout cela? Les représentants d'un rival potentiel de Volodymyr Zelensky à la présidence affirment que l'Ukraine a besoin d'élections, mais ils craignent de faire une déclaration publique à cet effet de peur d'une réaction violente de la part de la présidence. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'opposition n'ose pas parler de peur d'une réaction violente de la part de la présidence. Tiens, 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 ça vous rappelle pas l'affaire Zaloujny l'année dernière, quand il était encore chef d'état-major, et que ses deux bras droits ont été assassinés par le SBU sans que le gouvernement de Kiev ne s'en cache. Et oui, donc, et cela a été fait par Kirilo Boudanov lui-même, le chef du SBU. Le gouvernement de Kiev s'en est à peine caché. Et Zaloujny, qui était à fond contre Zelensky, tout d'un coup a été démis de ses fonctions et ensuite a été envoyé comme ambassadeur ukrainien à Londres. Voilà. Sachant que Zaloujny avait fait plusieurs interventions dans The Economist pour dire qu'il n'était pas d'accord avec la conduite militaire en Ukraine de Zelensky. Et il blâmait Zelensky pour Bakhmut, Mariupol et autres. Donc vous voyez, bon après Zaloujny a compris hein, quand ces deux bras droits ont été assassinés en gros par le gouvernement ukrainien. Hein, j'avais déjà fait une vidéo qui vous donnait tous les détails. Eh bien il a compris le message hein, parce qu'il avait peur que ça soit lui après. Donc vous voyez Zelensky comment il est en réalité. Hein. Et là, ils ont peur d'une réaction violente. Faut pas oublier qu'il n'y a aucune voie journalistique, médiatique ou politique d'opposition en Ukraine. Il n'y en a plus. Cela avait été interdit par Zelensky il y a de cela déjà plus de 2 ans. 2 ans et demi même. Maintenant, 2 ans et demi. Presque dès le début, hein, quelques mois après le début de la guerre. Donc vous voyez l'ambiance en Ukraine. Hein. Près de 3 ans après l'invasion russe, il n'est plus considéré comme le chef de guerre incontesté qu'il était autrefois. Ah bah oui, là on peut plus parler d'un Winston Churchill, comme le qualifiait Boris Johnson par exemple. Les sondages internes, consultés par The Economist, suggèrent qu'il s'en sortirait mal au second tour face à Valéry Zaloujny, l'autre héros de guerre. Ah tiens, 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 les masques tombent. Là, on dévoile le futur prétendant. On le dévoile de manière subtile. De quel sondage interne parle The Economist? Moi, j'ai rien vu. Hein. Je lis en tout, je lis 6 ou 7 journal ukrainien. J'ai pas vu de sondage qui disait ça. Hein. Mais bon, bref, peu importe. Là, c'est The Economist suggère... non, pardon, c'est les sondages que The Economist a vus qui suggèrent que Valéry Zaloujny, héros de guerre,
un héros de guerre, alors qu'il n'est pas du tout considéré comme un héros de guerre, hein, Zaloujny. Hein. Zaloujny, c'est lui qui, pendant la plupart du temps, a mené les guerres en Ukraine. Hein. C'est pas Sierski, hein, c'est Zaloujny, hein, qui a été considéré comme en Ukraine comme quelqu'un de mauvais. Ce sont les médias occidentaux qui en ont fait de lui un héros de guerre. Mais Zaloujny, il n'a fait que du mauvais travail, hein, entre nous. Hein. Voilà, faut quand même rappeler les faits. Hein. Bref, l'ancien commandant en chef a été envoyé comme ambassadeur en Grande-Bretagne après s'être brouillé avec le président l'année dernière. Un euphémisme, hein, brouillé. Hein. On continue. Mais un ancien collègue du président estime que la meilleure solution serait de se retirer et de tenir sa promesse initiale de ne faire qu'un seul mandat. Zelensky n'a qu'une seule solution pour s'en sortir avec une réputation intacte, explique cette source. Donc oui, ils veulent que Zelensky ne se présente pas. Voilà, donc là c'est extrêmement clair. Là on a The Economist qui nous dévoile comme par hasard les dires d'un ancien collègue qui estime qu'il ne faudrait pas que Zelensky se représente. Oh, comme par hasard. Ensuite on a la détérioration de la situation sur le front a déjà des répercussions sur la société. Dimitri Povorotnou, aumônier militaire, le constate chez les nouveaux soldats avec lesquels il s'entretient. Il y a beaucoup d'hommes démotivés. Ils se battent parce que c'est la seule façon de rester en vie. L'armée censure les informations les plus négatives pour éviter d'attiser les flammes dans son pays, dit-il. Étonnant que The Economist ose publier ce genre de choses. C'est étonnant, moi c'est ce que je vous dis depuis plus de 2 ans, hein, concernant la censure des informations. Là c'est dit noir sur blanc et c'est repris d'un aumônier militaire ukrainien. Hein. Je dis ça, je dis rien, je continue. Un haut responsable militaire est du même avis. Même M. Zelensky est protégé de la vérité. Ce n'est même pas qu'il est maintenu dans un bain chaud, dit la source, utilisant un idiome local pour suggérer que le président est enveloppé par ses hauts fonctionnaires. Non, plus que ça, il est maintenu dans un sauna. Pas un bain chaud, mais un sauna. Alors évidemment, idiome local ukrainien. En gros, qu'est-ce que ça veut dire en fonction de tout ce qui a été dit précédemment? Il est protégé de la vérité. Ça veut dire en gros que là, il n'est même pas maintenu dans un mensonge ambiant mineur, pourrait-on dire, où on lui cache quelques vérités mineures. Non, non, non. Là, en réalité, on lui cache toute la vérité. Alors, c'est dit de manière imagée, il n'est pas dans un bain chaud, non, 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 il est carrément dans un sauna. Donc là, c'est pour vous dire qu'il est protégé complètement de la vérité. Là, c'est 2 personnes qui disent qu'apparemment, pour eux, d'après eux, en fin de compte, Zelensky prend toutes ses décisions suite à des rapports erronés, faux, mensongers, afin peut-être qu'ils ne se fâchent pas contre eux, qu'ils les traitent pas d'incapables, comme ils ont peur qu'il leur arrive le même sort que Zaloujny. N'oublions pas que Zaloujny, ses 2 bras droits, il y avait je ne sais plus quels étaient leurs statuts, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était ses 2 bras droits les plus directs au niveau hiérarchique et en importance qui ont été assassinés sur ordre de Zelensky obligatoirement, même si c'est Kirilo Boudanov, le chef du SBU, qui a fait ça, ça ne peut être que sur ordre de Zelensky. C'est pas Boudanov qui ferait ça tout seul. Tout du moins, j'ose le penser quand même, un minimum. Donc apparemment, tout le monde a peur de Zelensky, et n'oublions pas ce qui a été dit plus haut. Hein, une peur d'une réaction violente de la part de la présidence. N'oublions pas cela. Donc tout concorde quand on lit cet article qui est absolument édifiant.
Et on a cette hypothèse qui est que Zelensky serait tenu dans l'ignorance. Alors à cause de la peur qu'il inspire, peut-être, je ne le sais pas. Alors peut-être que tout ça, que tout ce qu'on lit là sur le fait qu'on mente à Zelensky pour éviter des représailles de sa part, peut-être que tout est faux et qu'en fait, bon, c'est balancé comme ça, tout simplement pour alléger le fardeau de Zelensky, pour dire, regardez, en fait, il n'est pas complètement nul. Il n'est pas complètement incompétent, c'est tout simplement parce qu'on lui donne des faux rapports. C'est pour ça qu'il prend des décisions aussi stupides. C'est parce que il est mal avisé. On lui donne de faux rapports. Voilà. Donc tout ça, c'est peut-être pour éviter que Zelensky perde la face dans les médias occidentaux. Et donc The Economist balance ça. À moins que ça soit vrai, que tout cela soit vrai. Voilà. Je ne le sais pas. Mais en tous les cas, ça peut être que ces deux options-là. On va passer à l'article de Spoutnik. Alors, que lit-on dans Spoutnik? Donc, c'était le 11 novembre, donc un jour avant l'article de The Economist qui date du 12 novembre. Là, que lit-on? Les États-Unis envisagent d'organiser des élections présidentielles et parlementaires en Ukraine en 2025, d'après les renseignements russes. Les États-Unis envisagent de lancer une initiative pour organiser des élections en 2025 par le biais de structures contrôlées par l'Ukraine, ont indiqué les services de renseignement extérieurs russes. Le département d'État coordonnera la nomination des candidats, ont-ils ajouté. Washington envisage d'organiser des élections présidentielles et parlementaires en Ukraine en 2025 dans un contexte d'hostilité persistante avec la Russie, a déclaré lundi le service de renseignement extérieur russe, le SVR. Les services de presse du service de renseignement extérieur de la Russie informent que selon les informations reçues par le SVR, la direction du département d'État américain continue d'élaborer des options pour remplacer les dirigeants actuels de l'Ukraine si nécessaire, comme l'un des moyens légitimes d'éliminer le trop présomptueux Zelensky. Washington envisage d'organiser des élections présidentielles et parlementaires l'année prochaine dans le contexte de la poursuite des hostilités avec la Russie, a déclaré le SVR dans un commentaire. Donc voilà, ça c'est ce que disent les services de renseignement russes. Alors maintenant, évidemment, chacun jugera. Hein. Beaucoup n'y croiront pas, bien évidemment. Beaucoup aussi y croiront. Bref, en tous les cas, cela se chevauche avec l'article de The Economist. Et pour moi, je ne pense pas que cela soit une coïncidence. Bref, l'avenir nous dira ce qu'il en est exactement. Alors là, on va passer à Kursk et on va commencer avec El País, le grand journal espagnol, qui nous dit l'Ukraine alloue ses meilleures unités pour résister durablement sur le sol russe. Pour ceux qui me suivent, nulle surprise, vous le savez, depuis le 10 août, c'est ce que je vous dis. Donc ils envoient leurs meilleures unités et le flux n'a jamais été tari, aux grandes dames des soldats ukrainiens qui se battent sur le front de l'Est, hein, vers le Donbass, qui eux se plaignent justement qu'on leur enlève des unités pour qu'ils soient envoyés sur Kursk. Je vous ai montré des articles avec des commandants ukrainiens qui étaient sur la ligne de front de Lipsy-Vovchansk et des commandants ukrainiens de Tchassivial qui s'en plaignaient de manière très précise. Bon, bref, donc là on a El País qui dit que bon bah il faut les meilleurs sur Kursk pour tenir face à la Russie. Et là on lit Kiev est déterminé à maintenir son occupation dans la province de Kursk, tandis que les forces du Kremlin avancent sans relâche sur le front de Donetsk et menacent d'une nouvelle offensive dans le sud. Ah, ça c'est ce qu'on verra plus tard, parce que je vous parle depuis déjà 2 mois et demi que pour moi il va y avoir une offensive importante venant des Russes pour prendre la ville, je dis bien la ville
de Zaporojie, quoi, tout du moins de l'encercler, peut-être pas de la prendre, parce que ça serait un peu trop dur, c'est une énorme ville, mais tout du moins de l'encercler. Nous verrons bien, évidemment, on est dans les hypothèses ici, mais tout commence à concorder, hein, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, je vous avais montré un article du Kyiv Independent, donc un grand journal ukrainien, qui disait exactement ce que je vous disais, hein, que eux aussi, bah, ils voyaient une armée russe qui était en train de grossir chaque jour au sud de l'oblast de Zaporojie, et donc bah, évidemment ils craignent un assaut. Bref, donc là sur Kursk, on peut voir bon, bah, que on sait que ça ne se passe pas très bien. Je vous ai montré plusieurs articles du fait que Kursk ça se réduisait comme une peau de chagrin les semaines passant. Bah parce que bah, malgré les meilleures unités envoyées sur Kursk en permanence, bah ça s'affaiblit. Bah, le flux ne peut pas durer éternellement. Donc pour mieux voir cela, on va continuer dans les articles. Là, on passe à un site américain militaire qui nous dit les évaluations occidentales mettent en évidence la catastrophe imminente pour l'effort de guerre de l'Ukraine. Alors que les défaites ukrainiennes se multiplient sur plusieurs fronts et que le contingent d'élite envoyé dans la région russe de Kursk début août, c'était le 6 août, s'affaiblit, particulièrement, le monde occidental s'est de plus en plus tourné vers une vision très pessimiste de l'avenir de l'effort de guerre conjoint contre la Russie. Donc là, vous voyez, la Military Watch confirme que bah, c'est bien des troupes d'élite qui sont envoyées sur Kursk. Bon, on le savait déjà, mais là, c'est confirmé par ce site-ci. Et il s'affaiblit particulièrement, donc tout concorde. Alors là, je continue, mais on ne parle plus de Kursk, mais d'un autre facteur qui est en réalité très important et dont je vous ai à chaque fois parlé sur les cartes militaires, parce que pour moi c'était très important, et là j'étais agréablement surpris que Military Watch Magazine, site américain, en parle. Donc ça c'est très bien, parce que aucun autre média n'en parle, hein. C'est pour ça que moi je vous en parlais dans les cartes militaires, où je vous mettais je vous entourais les sites miniers intéressants, parce que oui, nous allons parler de mines et particulièrement du charbon. Et là, que lit-on? L'industrie sidérurgique ukrainienne, par exemple, est considérée comme particulièrement menacée en raison des avancées russes vers la ville de Pakrovsk. Et oui, carte militaire, je vous en ai déjà parlé. Ces avancées mettent en danger à la fois l'usine d'extraction et de traitement de Pakrovsk et la plus grande mine de charbon à coke du pays, à Krasnoarmeyskaya Zaradaya, d'être capturée ou gravement perturbée. Donc là, vous voyez une photo de la mine de charbon. Et ensuite, que lit-on? Puis ils feront de même dans une autre mine de charbon à coke plus petite, à 18 km au nord d'Oudachny, et c'est Oudachny que je vous avais entouré sur la carte militaire, c'est-à-dire Dobropilia, note le journal britannique. L'Ukraine dépend déjà de l'aide occidentale pour financer la grande majorité des dépenses publiques, allant des retraites à la production d'électricité et aux acquisitions d'armes. L'effondrement de l'une de ses principales industries restantes devant exercer une pression supplémentaire considérable sur ses sponsors occidentaux. Donc là, il y a deux mines de charbon, une très grande qui est Zaradnaya et une plus petite qui est à Oudachny. Voilà. Et comme je vous l'avais dit dans les précédents points sur l'Ukraine, ces mines de charbon sont très importantes pour la sidérurgie, puisque la sidérurgie n'utilise que du charbon de très haute qualité. Et d'après ce que j'ai compris, c'est les deux dernières mines de charbon de haute qualité de l'Ukraine. Donc sans ces mines de charbon,
Que vont-ils faire quant aux aciéries? Là, il parle d'aciéries. Bref, de toute l'industrie sidérurgique. Ça va être un gros problème. Là, il parle pour la production d'acier, parce qu'évidemment, c'est principalement pour la production d'acier qu'on parle de tout cela. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Il n'y a pas que le côté militaire, il y a aussi le côté des ressources minières très convoitées de l'Ukraine, comme je vous l'avais montré dans la précédente vidéo que j'avais faite, qui s'appelle Guerre et spoliation, qui vous montrait toutes les entités occidentales qui voulaient s'approprier l'Ukraine, étant donné qu'ils avaient acheté des mines, donc voilà, et dont des mines de charbon, mais aussi des grandes terres agricoles. Veuillez vous référer à la vidéo que j'avais faite. Bref, c'était une facette très méconnue et qu'il fallait parler, dont il fallait parler, parce que c'est très important pour l'Ukraine, mais aussi pour Moscou, pour la Russie, parce que quand la Russie va mettre la main dessus, ben, ça va aider la Russie, tout du moins sur le moyen et long terme, bien sûr. Alors comme on parle de Kursk, là je vous donne les derniers chiffres concernant les pertes ukrainiennes selon TASS, donc l'agence de presse russe, et comme à chaque fois, hein, c'est la tradition maintenant, eh bien je me répète en disant que bon bah ces chiffres, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Bon là c'est intéressant parce que ce sont des choses chiffrées, donc c'est intéressant de le savoir. Maintenant, cela vient du côté russe. Est-ce vrai, est-ce faux, exagéré, etc. Je ne le sais pas, je ne confirme rien. En tous les cas, je vous les donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, depuis le début des hostilités dans la région de Kursk, c'est-à-dire depuis le 6 août 2024, Kiev a perdu plus de 32 150 soldats. Alors quand ils disent Kiev a perdu plus de 32 150 soldats, ce sont les morts et les blessés, hein. 202 chars, alors quand ils parlent de ce genre de véhicules, les chars ou autres, hein, ils parlent des détruits et immobilisés. Donc 202 chars, 134 véhicules de combat d'infanterie, 112 véhicules blindés de transport de troupes, 1146 véhicules blindés de combat, 907 véhicules à moteur. Alors les véhicules à moteur, c'est des véhicules type particulier, hein, dont ils se servent pour le militaire, mais ce sont des voitures de particuliers, hein. 274 pièces d'artillerie et 40 lance-roquettes multiples, dont 11 HIMARS et 6 MLRS de fabrication américaine. Alors voici un article du Financial Times qui va parler du front en règle générale et vous allez voir, ça va être édifiant. L'Ukraine et la Russie se disputent l'avantage avant le retour de Trump. Kiev envoie plus de médecins sur le front oriental avant l'offensive attendue de Moscou. Car oui, je pense aussi qu'il y aura bientôt une offensive. Moscou a intensifié ses attaques ces derniers mois et les forces ukrainiennes n'ont pas été en mesure de tenir la ligne à l'est, où les forces russes avancent désormais à un rythme plus rapide qu'à n'importe quel moment depuis 2022. Les responsables ukrainiens ont admis que leur défense s'effondre en raison du manque de main-d'œuvre. Vous voyez, c'est bien que ça apparaisse dans un des plus grands journaux du monde, le Financial Times. Là, c'est bien qu'on ait enfin la vérité. Les responsables ukrainiens admettent que leur défense s'effondre. Moi, ça fait des mois que je vous le dis. Alors, ça passait plus ou moins inaperçu dans les médias parce que cet effondrement était lent du fait du soutien inébranlable de l'Union européenne et des États-Unis, même si cela aussi s'effondrait, hein, je parle de leur soutien, mais comme c'était un phénomène assez lent et non pas spectaculaire, eh bien les médias faisaient semblant de ne pas s'en rendre compte. Là maintenant, ça y est, on a atteint un point de rupture dans l'effondrement, parce qu'évidemment ça ne peut pas continuer éternellement. C'est comme un élastique qu'on étire, au bout d'un moment, il craque. Bah, là c'est pareil, évidemment ça ne peut pas durer éternellement, surtout du fait du manque d'hommes, hein, bien sûr. Là, que lit-on?
Kurakovo et la ville de Pakrovsk, à 40 km au nord, sont deux centres logistiques essentiels pour l'armée ukrainienne et sont désormais en grande partie détruits. Alors Kurakovo, aussi appelé Kurakovier par les Ukrainiens, alors c'est des villes dont je vous parle chaque semaine, puisqu'elles sont importantes stratégiquement, en particulier Pakrovsk. Et donc là, il parle de ces deux villes, c'est très très bien que maintenant les grands médias parlent de ces deux villes-là, parce que ce sont des villes vraiment stratégiques. Ces deux villes sont des nœuds logistiques, sachant que Pakrovsk est le plus grand nœud logistique du front. Quand Pakrovsk tombera, ça fera un terrible coup de massue sur l'Ukraine, exactement comme ils ont perdu Mariupol, Avdiivka, Bakhmut et dernièrement Ougledar, aussi appelé Vuhledar. Donc là c'est bien, là on a pour l'instant que des vérités, donc, très très bien. Donc, et ces deux villes sont désormais en grande partie détruites. L'usine de cokéfaction située à la périphérie de Pakrovsk, qui a également été attaquée, est la plus grande d'Ukraine et est essentielle à son industrie synergétique. Donc là, c'est pas par hasard que j'ai souligné ça, puisque c'est en parfaite transition de ce que je vous avais montré dans l'article précédent de Military Watch. Donc là, vous voyez que ça y est, les médias commencent à en parler de ces mines de charbon qui sont essentielles à l'Ukraine. On ne parle pas de n'importe quelle mine de charbon, hein. On parle des mines de charbon qui sont indispensables pour l'industrie sidérurgique, c'est-à-dire du charbon de très haute qualité. Et manque de chance pour le gouvernement de Kiev, ils étaient tous dans la région du Donbass. Eh oui. Donc Donbass, ça veut dire, si mon russe ne me fait pas trop défaut, ça veut dire la vallée du charbon ou de la houille, quelque chose comme ça. Donc vous voyez que c'est très important pour l'Ukraine et donc ça devient très important pour la Russie, puisque priver l'Ukraine de ses mines de charbon servant à la sidérurgie, non seulement ça affaiblit grandement l'Ukraine, mais ça va, dans un futur assez proche, ça va renforcer la Russie. Donc c'est très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Le général de division Dimitro Marchenko a déclaré le mois dernier que le front de l'Est est en train de s'effondrer en raison du manque de munitions et de main-d'œuvre. Donc là, ils insistent lourdement, on a compris. Les gens sont très épuisés, ils ne peuvent tout simplement pas tenir les fronts sur lesquels ils se trouvent, a-t-il déclaré. Là, c'est pas un simple commandant ukrainien, c'est un général de division. Ouais, c'est autre chose. L'Ukraine prévoit de mobiliser 160 000 soldats supplémentaires entre novembre et février, mais des experts militaires et un haut responsable de Kiev ont exprimé leur scepticisme quant à la possibilité d'atteindre cet objectif, estimant qu'il était plus réaliste d'espérer que 100 000 soldats soient mobilisés. Non, ça aussi c'est complètement surréaliste, hein. Ils n'auront pas 100 000 soldats. Ils ont le plus grand mal en ce moment à essayer d'obtenir quelques dizaines de milliers d'hommes. Donc 100 000, je n'y crois pas vraiment. Je suis extrêmement sceptique, même pour 100 000. Nous verrons bien. Beaucoup de gens voient désormais la mobilisation comme une condamnation à mort, a déclaré un soldat de haut rang qui a rejoint l'armée au printemps 2022 et n'a pas eu de répit depuis. Donc ça, cette phrase est très importante, ce qui explique pourquoi ils ont autant de mal à recruter. 100 000, c'est énorme. Énorme en réalité. Je ne crois pas un instant qu'ils arriveront à mobiliser 100 000 soldats supplémentaires. Sauf s'ils vont vers les jeunes de 18 ans. Mais bon, je ne crois pas qu'ils oseraient aller à ce niveau-là, quoi. Donc comme beaucoup de gens voient désormais la mobilisation comme une condamnation à mort, vous vous doutez bien que tout le monde ne se précipite pas pour être mobilisé, hein. Et vous comprenez maintenant pourquoi il y a des millions d'Ukrainiens qui ont fui. Je vous rappelle que la population ukrainienne avant la guerre, c'était 43 millions d'Ukrainiens.
Là maintenant, les estimations des démographes ukrainiens de Kiev, c'est entre 22 et 26 millions d'Ukrainiens. 22-26 millions. Vous vous rendez compte, la population a été en gros divisée par deux. C'est catastrophique, catastrophique. Et là, qu'est-ce qu'on a? Pour pallier à cette pénurie, certaines unités d'infanterie auraient été renforcées par des pilotes de l'armée de l'air. Des unités d'infanterie, hein, remplacées par des pilotes de l'armée de l'air, des ingénieurs, des médecins et des chirurgiens, selon Mariana Bezuglaya, la fameuse députée de la commission de politique étrangère, députée de la Rada, bien sûr, dont je vous parle chaque semaine, parce qu'elle fait des tweets énormes chaque semaine, et chaque semaine je vous parle de Mariana Bezuglaya. Et oui. Donc, qui faisait écho aux inquiétudes exprimées en premier lieu par les soldats de première ligne. Le colonel Yuri Ignat, un haut responsable de l'armée de l'air, en fait c'est le porte-parole de l'armée de l'air, Yuri Ignat, a déclaré plus tôt ce mois-ci que certains membres du personnel de l'armée de l'air avaient été transférés vers des unités de première ligne, invoquant des circonstances difficiles. Vous vous rendez compte un peu? Et ça, là, Yuri Ignat, Mariana Bezuglaya, je vous avais montré les tweets de la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, si vous voulez voir, parce que ça, je vous l'avais déjà annoncé la semaine dernière en réalité. Hein. Et il y a quelques semaines, un mois et demi peut-être, je vous avais montré un article, alors là, je ne sais plus de quel journal, j'ai oublié, mais où un commandant ukrainien disait qu'il était obligé d'envoyer ses techniciens de maintenance de chars, de véhicules blindés, ainsi que ses électriciens, à les combattre sur le front. Vous vous imaginez un peu? Et là, maintenant, regardez ce qu'ils sont obligés d'envoyer au front. Des pilotes de l'armée de l'air, des ingénieurs, des médecins, des chirurgiens. Vous vous rendez compte? Et ça, c'était Mariana Bezuglaya qui le disait, et ça avait été confirmé par Yuri Ignat. Parce que dans le tweet que je vous avais montré, non, pas un tweet, dans le message Telegram que je vous avais montré Yuri Ignat avait dit qu'il confirmait les dires de Mariana Bezuglaya. C'est très très important. Hein. Donc c'est pour ça que je précise tout ça. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article du Financial Times qui est vraiment très important pour avoir la vérité sur le front qui éclate enfin dans un journal très prestigieux. Alors là, je vais vous montrer un extrait de LCI que j'ai trouvé fort amusant puisque ce journaliste découvre la guerre d'attrition, découvre que le fait que les Russes grignotent petit à petit du terrain serait peut-être la stratégie gagnante. Et là, on a l'impression qu'il est né de la dernière pluie, qu'il était totalement ignorant de ce qui se passait précédemment, donc avant le 16 novembre. Il vient de découvrir la stratégie russe, il vient de découvrir la réalité du front. Regardez ça, c'est très amusant. Cette technique, beaucoup s'en sont gaussés, des spécialistes, même des militaires, en disant les Russes, ils dépensent des hommes, du matériel, mais ils n'avancent pas. Mais est-ce que c'est pas la technique russe quelque part? C'est-à-dire que c'est implacable, mètre par mètre, des mètres qui ne perdent jamais après les avoir gagnés. Oui, bien sûr, c'est la technique russe aujourd'hui qui leur coûte énormément d'hommes, mais c'est leur technique. Et effectivement, on voit sur ces chiffres qu'elle marche plus ou moins. Ils grignotent des territoires, ils avancent. Et aujourd'hui, l'Ukraine est en totale incapacité de reprendre ces territoires. Et pour plusieurs raisons. Un article du New York Times du 10 novembre qui nous dit que 50 000 soldats russes et nord-coréens sont déployés en prévision d'une attaque selon les États-Unis. Alors, selon cet article, sur les 50 000 soldats russes, il y aurait 11 000 soldats nord-coréens à Kursk, hein, parce que là, on parle de l'oblast de Kursk uniquement. Et donc là, la Russie, d'après les États-Unis, vont reprendre Kursk grâce à une grande offensive pour en terminer avec cette affaire de Kursk. Alors je vous rappelle qu'il n'y a aucune preuve de soldats nord-coréens en Russie.
Les premiers à avoir dit cela, c'était les services de renseignement de la Corée du Sud, en même temps que l'Ukraine, puisque l'Ukraine avait repris les dires de la Corée du Sud immédiatement. L'Ukraine avait prétendu qu'il y avait déjà des soldats nord-coréens en Ukraine. Le Pentagone a dit non, il n'y a pas de soldats nord-coréens en Ukraine, par contre il y en a à Kursk. Zelensky prétendait aussi que les soldats ukrainiens se battaient déjà contre les soldats nord-coréens dans Kursk. Le Pentagone a dit non, via la voix d'Anthony Blinken, non, il n'y a pas de combat entre les soldats ukrainiens et nord-coréens à Kursk, que les nord-coréens étaient pour l'instant à l'arrière. Mais par contre, qu'il était fort possible que très bientôt les soldats nord-coréens participent au combat à Kursk. Voilà très exactement ce que disaient les médias. Alors je rappelle, comme je le dis depuis 3 semaines, qu'il n'y a aucune preuve, strictement aucune preuve, qu'il y ait des soldats nord-coréens en Russie. Mais attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'il n'y a aucune preuve qui a été présentée, que ça soit par la Corée du Sud, que ça soit par l'Ukraine ou que ça soit par les États-Unis. Strictement aucune preuve. Voilà. Donc il fallait quand même le rappeler. Donc on attend de voir. Alors évidemment, dire qu'il y ait des soldats nord-coréens qui se battent à Kursk, ça permet d'avancer la propagande occidentale, bien évidemment, pour faire une escalade. Et grâce à ce qu'a dit la Corée du Sud, puisque la Corée du Sud a été la première à lancer ça, eh bien ça a permis à l'Ukraine qui s'est jetée dessus d'utiliser ce prétexte comme une propagande pour une escalade. Alors maintenant, est-ce que la Corée du Sud a agi selon les ordres américains pour lancer cela? Je ne le sais pas. Est-ce de bonne foi? Je ne le sais pas. Bref, en tous les cas, je le répète parce que c'est très important, il n'y a strictement aucune preuve, mais je le répète aussi une dernière fois, cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de soldats nord-coréens, peut-être qu'il y en a, mais j'attends de voir. Alors là, un article de The Kyiv Independent du 16 novembre, donc un des plus grands journaux ukrainiens, qui nous dit une attaque russe dans la région de Zaporojye est attendue d'un jour à l'autre selon l'armée ukrainienne. Donc effectivement, ça fait plus d'un mois que je vous dis qu'il y a de plus en plus de troupes russes dans le sud de Zaporojye, l'oblast de Zaporojye, en vue d'une attaque de la ville même. Ça fait plus d'un mois que je vous le dis. Et là, ça commence à paraître dans les journaux un peu partout, puisque ça se voit de plus en plus. Donc maintenant, ils le craignent. Et effectivement, selon mon avis, comme je le dis sur la carte militaire depuis un mois à peu près, c'est par là que ça va arriver concernant une offensive importante. Alors attention, ce n'est que mon opinion, peut-être que c'est un leurre, nous verrons. En tous les cas, les grands médias commencent à en parler. Là, un article du Washington Post du 14 novembre qui reprend les dires de The Kyiv Independent. Alors que les forces russes poursuivent leur avancée vers le centre d'approvisionnement de Pakrovsk dans l'est de l'Ukraine, donc le plus grand nœud logistique du front, une nouvelle offensive semble être sur le point de débuter dans la région de Zaporojye, au sud-est du pays, ont déclaré les troupes ukrainiennes cette semaine. Donc là, c'est juste pour appuyer le fait que les grands médias en parlent, donc plus d'un mois après que moi je vous l'ai déjà dit sur les cartes militaires. Ici un article du 10 novembre du Washington Post qui nous dit « L'Ukraine lance la plus grande attaque de drones à ce jour contre Moscou. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses systèmes de défense aérienne ont intercepté 70 drones ukrainiens dans 6 régions, dont 34 dans la région de Moscou. » Donc c'est la plus grande attaque de drones à ce jour contre Moscou, 34. Alors là, on a l'impression que Kiev lance toutes ses forces là dernièrement. Nous allons voir s'ils peuvent réitérer un tel coup
contre Moscou et même dans les autres régions russes. Nous verrons bien. Ici un article du New York Times du 13 novembre, c'est-à-dire 3 jours après l'attaque record de drones faite par les Ukrainiens sur Moscou. On a la Russie lance des missiles contre la capitale ukrainienne. L'attaque a mis fin à une pause de 2 mois dans les frappes de missiles sur Kiev qui n'avaient été touchées que par des drones russes pendant cette période. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé le 13 novembre? Eh bien, 96 cibles aériennes ont été tirées par les Russes en Ukraine et sur ces 96 cibles, 4 missiles visaient Kiev et 2 missiles de courte portée ont été tirés sur la zone frontalière du nord-est. Donc c'était 3 jours après l'attaque record de Kiev sur Moscou. Alors ici un article de Business Insider du 12 novembre qui nous dit l'Ukraine affirme avoir démantelé un drone russe utilisé pour tromper les défenses aériennes et avoir trouvé des pièces occidentales à l'intérieur. L'Ukraine a déclaré lundi que la Russie utilisait des drones leurres pour tenter de submerger ses défenses aériennes. Ces drones émettent des signatures radar qui imitent des drones plus mortels remplis d'explosifs. L'Ukraine a déclaré avoir examiné un drone leurre russe et trouvé à l'intérieur des pièces de fabrication occidentales. Et là, le plus intéressant, c'est là, selon le HUR, c'est les services de renseignement ukrainiens. L'examen des drones leurres de construction sommaire a révélé la présence de technologies et de pièces fabriquées par des entreprises du monde entier, notamment des États-Unis et d'Europe. L'Ukraine a téléchargé des preuves présumées de l'existence de ces composants de fabrication occidentale, tels que des microcontrôleurs, des antennes et des émetteurs-récepteurs sur un portail gouvernemental et a répertorié les noms de plusieurs entreprises occidentales. Et voilà des photos prises par les forces armées ukrainiennes du drone leurre russe. Et enfin, le drone leurre, que l'Ukraine appelle Parodie, peut apparemment imiter la signature radar d'un Shahed dans le but de confondre les défenses aériennes de Kiev avec de fausses cibles. Alors évidemment, le but des Russes, c'est d'épuiser les systèmes antiaériens restants ukrainiens avec des drones leurres qui coûtent pas cher, bien évidemment. Alors, et j'ajouterai enfin que vous voyez que les médias occidentaux persistent à appeler les drones russes des Shahed. Ce ne sont pas des Shahed. Les Shahed étaient utilisés au début de la guerre. Après, ils ont été construits sous licence en Russie. Donc, ce sont des Geranva, c'est-à-dire des Géranium 2. Bref, ce sont des drones russes et non pas iraniens. Voilà, juste pour précision. Alors maintenant, armement, on a Military Watch Magazine qui nous dit que l'artillerie super lourde nord-coréenne Koksan arrive en Russie. Pourquoi les canons de 170 mm sont une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine? C'était au 14 novembre, donc des images récemment publiées ont confirmé l'arrivée en Russie du plus gros canon d'artillerie nord-coréen, le système automoteur Koksan de 170 mm. Dans une évaluation précédente du 31 octobre, Military Watch a souligné la possibilité que les canons Koksan puissent rejoindre l'effort de guerre russe en cours contre l'Ukraine et ses soutiens occidentaux sur la base de rapports répandus selon lesquels le personnel de l'armée populaire coréenne avait été déployé en force considérable en Russie pour des opérations de combat. Le Koksan est le deuxième plus grand obusier au monde, dépassé en taille uniquement par le 2SM Malka soviétique actuellement déployé par la Russie en Ukraine. Alors il faut savoir que le 2SM Malka c'est un calibre de 203 mm et qu'il a des capacités à peu près similaires au Koksan de 170 mm puisque les deux peuvent tirer des obus standards à environ 40 km et les deux aussi peuvent tirer à 60 km avec des obus spéciaux longue portée.
La Corée du Nord déployant de loin la plus grande force d'artillerie du monde, l'expertise du pays dans ce domaine est depuis longtemps soulignée par les analystes russes et étrangers comme un domaine dans lequel un soutien serait particulièrement apprécié sur le théâtre ukrainien. Voilà, donc c'était intéressant à souligner ce détail concernant les nouveaux obusiers nord-coréens qui arrivent en Russie. Dans la partie économique, on a un article d'Handelsblatt, donc un grand journal allemand, qui nous dit le bénéfice d'exploitation de Rheinmetall augmente de 72%. L'augmentation des dépenses militaires à l'échelle mondiale permet au groupe DAX de connaître une forte croissance continue de ses ventes et de ses bénéfices. Le PDG Pepperger cible désormais de plus en plus le marché américain. Donc c'est un article du 9 novembre qui nous dit Rheinmetall se dirige vers une trajectoire record en raison de l'augmentation des dépenses d'armement des pays occidentaux à la suite de l'attaque russe contre l'Ukraine. Après 9 mois, le chiffre d'affaires de la plus grande entreprise allemande de défense a augmenté de 36% pour atteindre 6,3 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation a augmenté de 72% à 705 millions d'euros. Après impôt, Rheinmetall a gagné environ 306 millions d'euros après 3 trimestres. Nous connaissons une croissance comme nous n'en avons jamais connue auparavant dans le groupe, a déclaré jeudi le patron de Rheinmetall, Armin Pepperger. Le manager dont le contrat n'a été prolongé que de 5 ans mercredi voit désormais Rheinmetall en passe de devenir un champion mondial de l'armement. Et oui, la guerre a permis au complexe militaro-industriel occidental d'exploser ses bénéfices. Évidemment, Rheinmetall, donc grande entreprise allemande, en a bénéficié, mais ceux qui ont le plus bénéficié, c'est bien entendu le complexe militaro-industriel américain qui a explosé tous les records mondiaux de bénéfices. Il fallait le préciser. Alors que peut-on dire en conclusion ? Tout d'abord, je ne vais pas m'étaler sur le projet fou de Kiev d'envoyer une bombe atomique sur la Russie, car pour moi c'est complètement ridicule. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, l'Ukraine n'en a pas les moyens, n'en a pas la capacité technique ni le savoir, et encore moins de faire une bombe atomique en quelques mois comme on l'a vu dans l'article ukrainien. C'est pour moi complètement ridicule. Par contre, qu'il puisse faire une bombe sale en quelques mois, ça, oui, c'est possible. Mais bon, bref, pour moi, je ne crois pas à tout cela. Ça y est, on tourne la page. Zelensky, c'est fini. Il n'a plus la cote auprès des Occidentaux. Apparemment, on a vu que il va être vraisemblablement remplacé par Zaloujny parce que en réalité c'est ce nom qui est murmuré un petit peu partout parmi les connaisseurs. Moi c'est ce que je vois dans les rapports russes et c'est ce que je vois même dans les journaux occidentaux. Alors évidemment je vous ai pas montré tous les journaux occidentaux qui parlaient de Zaloujny comme candidat numéro 1 pour le remplacement de Zelensky, mais il est bien évident que c'est le candidat entre guillemets idéal, hein, vu que lui il est complètement à l'écoute des Occidentaux et il n'était pas d'accord avec la politique de Zelensky. Alors évidemment, Zelensky ne peut pas complètement perdre la face puisqu'il a eu le soutien absolument total pendant plus de 2 ans et demi de l'Occident tout entier. N'oublions pas que quand Zelensky allait dans les parlements occidentaux, donc de l'Union européenne ou des États-Unis, il était reçu avec des applaudissements, tout le monde se levait, c'était un véritable héros, un Winston Churchill. Donc bref, on ne peut pas non plus l'écarter tout en le méprisant et l'écrasant. Non, faut qu'il sorte de manière digne sans perdre la face. Et donc bon, on va le remercier pour ses bons services.
en fait, il va subir exactement le même sort que Joe Biden. C'est-à-dire, Joe Biden était très mauvais, Zelensky était très mauvais, mais pour les médias occidentaux et les gouvernements occidentaux qui l'ont complètement soutenu, on ne peut pas quand même dire qu'il était mauvais et qu'il doit être remplacé. Non. Donc il partira, je pense, avec les honneurs. On mettra tranquillement Zaloujny suite à une élection qui se fera en 2025. Et puis voilà. Alors maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que la guerre va nous apporter. Peut-être que tout va être chamboulé parce que d'autres événements vont arriver. N'oublions pas qu'il y a eu l'élection de Donald Trump. Donc tout peut changer, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais si tout se passe normalement, entre guillemets, il va être gentiment remplacé par Zaloujny, car je ne vois pas d'autres candidats et il est normal que The Economist commence à en parler, bien qu'on en parlait déjà bien avant. Moi, ça faisait déjà plus d'un an que je vous disais que les candidats potentiels, c'était Zaloujny ou Poroshenko, hein, l'ex-président ukrainien, puisque déjà, même au sein du gouvernement ukrainien, on murmurait déjà un coup d'État. Donc ce coup d'État n'a pas eu lieu, mais en tous les cas, voilà, on murmurait déjà que Zelensky allait sauter de toute manière, puisque ça ne pouvait pas durer, bien évidemment. Et puis Zelensky agace maintenant profondément les États-Unis, mais pas que, hein, la France et l'Allemagne aussi en particulier, même si évidemment dans les médias on vous dit qu'il y a un soutien total, euh, mais ce soutien total, vous avez noté qu'il venait surtout de l'Angleterre, et pas de l'Allemagne, et pas de la France. Vous avez noté ça. Et même la Pologne qui se désengage considérablement. Et ça, c'est un signe, hein, je peux vous le dire. Bref, en tous les cas, voilà pour le volet Zelensky. Maintenant, concernant Kursk, ben Kursk, évidemment, oblast russe. Donc, pour la Russie, c'est absolument inconcevable que cela reste en l'état très longtemps. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, il y a beaucoup de Tchétchènes qui vont être envoyés à Kursk, d'après Ramzan Kadyrov. Donc on va voir si vraiment on voit beaucoup de soldats tchétchènes débarquer à Kursk, mais tout du moins c'est ce qu'a dit Kadyrov. Maintenant, concernant les soldats ukrainiens, bah, comme je viens de le dire, il y a peu de temps, aucune preuve qu'il y ait des soldats nord-coréens, mais bon, qui sait? Allez savoir. Peut-être qu'ils apparaîtront vraiment à Kursk et qu'on les verra pleinement. Bon, en attendant, toujours rien. Les médias nous disent qu'il y a 50 000 soldats russes et nord-coréens à Kursk. Pareil, il n'y a que les médias occidentaux qui disent cela. Maintenant, est-ce vrai, est-ce faux? Je ne le sais pas. Moi, d'après les rapports russes que je lis, il y aurait plutôt dans les 30 000 soldats russes à Kursk. Alors maintenant, pareil, je ne peux rien confirmer du tout, c'est ce que j'ai pu lire. Maintenant, je ne peux pas connaître la vérité, bien sûr, mais voilà ce qu'on pouvait dire sur Kursk. Maintenant, sur le front en général, eh bien, il y a un effondrement complet, comme on l'a pu le voir dans le Financial Times, puisque des soldats ukrainiens l'ont dit, ils ont été interviewés, et surtout un général de division ukrainienne qui lui aussi a confirmé que ça s'effondrait partout. Ce qui est logique, je vous le dis depuis des mois et des mois, et comme je vous le répète depuis des mois et des mois, bah, comme c'est un phénomène lent, eh bien les médias ne le voient pas ou font semblant de ne pas le voir, mais évidemment c'est lent, mais c'est comme ça qu'ont décidé les Russes, puisque c'est ce qu'avait décidé le général Sourovikine peu après la guerre en Ukraine. Il a décidé d'une guerre d'attrition et les Russes ont gardé cette stratégie de guerre d'attrition, guerre d'usure pour épargner au maximum les hommes et le matériel,
tout en avançant de manière absolument inarrêtable, puisqu'à chaque fois que les Russes avancent, ils ne perdent jamais les territoires déjà conquis, depuis que la guerre d'attrition a été commencée. Bien entendu, attention. Bref, donc voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion. Maintenant, on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire, on commence tout de suite avec Kiev qui a surtout été bombardée de 4 missiles. Les missiles apparemment n'auraient pas touché d'infrastructures énergétiques mais des cibles militaires. Mais information à prendre avec des pincettes, je n'ai pas de confirmation. Maintenant concernant Moscou qui a été touché par 34 drones, très peu de dégâts, des débris de verre, des façades endommagées d'immeubles en gros, mais assez peu de dégâts. Alors comme d'habitude, on va commencer par le sud sur l'oblast de Kherson. Il ne s'est rien passé de spécial. Dans l'oblast de Zaporojye, il y a une armée qui commence à se constituer et ça commence à se voir. Moi, ça fait un mois et demi que je vous en parle déjà. Mais les médias le voient parce que ça commence à devenir gros. Donc l'armée qui se constitue apparemment, on n'en est pas sûr, mais c'est vraisemblable, serait faite pour être lancée sur Zaporojye, la ville de Zaporojye. Cela dit, les Ukrainiens ont déjà commencé à placer des dents de dragon et des tranchées. Donc si les Russes veulent plus ou moins facilement prendre Zaporojye, ils ont intérêt de se dépêcher puisque les Ukrainiens, eux, sont en train de faire des lignes de défense. Donc faut que les Russes se dépêchent s'ils ont vraiment l'intention de lancer une offensive importante sur la ville de Zaporojye. Alors évidemment, le but des Russes, si c'est le cas, n'est pas de prendre la ville comme ils prennent les villages aux alentours. Ça demanderait beaucoup trop de ressources, mais tout du moins d'encercler la ville et de couper toute zone d'approvisionnement. Tout du moins, c'est ce que je suppose. En tous les cas, ils ne pourraient pas se permettre de prendre la ville parce qu'elle est beaucoup trop grande. Ça demanderait beaucoup trop de ressources. Mais cela n'est que mon opinion. Donc ici, dans cette zone-là, comme vous pouvez voir, ils ont pris quand même 2 villages et ils ont fait 4 avancées relativement importantes. Et vous pouvez voir que c'est à l'ouest d'Ougledar. Alors pourquoi je l'ai entouré de jaune ? C'est pour vous situer un petit peu, puisque pendant très longtemps, 2 ans et demi, on a parlé d'Ougledar qui était le symbole de résistance du front concernant l'Ukraine. C'était une grande forteresse, voilà, à l'image d'Avdiivka. Sauf que Ougledar avait ce symbole, cette prétention d'être invulnérable. Bon, c'est tombé, comme vous le savez bien. Donc là, ici, au nord d'Ougledar, les Russes ont beaucoup avancé, comme vous pouvez le voir. Là, ils ont pris Dajnie, mais ils ont beaucoup avancé. Et vous pouvez voir que là, ils prennent Kurakovo directement par le centre. Ils sont entrés largement dans la ville. Vous voyez qu'ils ont fait une énorme progression par rapport à la semaine dernière. Ils sont là vraiment en plein dans la ville. Donc Kurakovo va tomber. Les Ukrainiens n'ont pas voulu, ils ont eu des ordres apparemment, ils n'ont pas voulu évacuer. Donc ils n'ont pas évacué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose pour moi de stupide. Ils ont miné le barrage de Stalitelny afin de bloquer l'arrivée via l'ouest des Russes, mais apparemment d'après les photos que j'ai vues et la vidéo, parce que l'explosion de Stalitelny a été filmée, donc j'ai vu la vidéo. On voit déjà d'abord qu'aucun missile ne tombe dessus, donc c'est pour ça qu'on a su qu'il était miné. Il y a un consultant de LCI qui a balancé comme ça vite fait que c'était bien les Ukrainiens qui avaient fait sauter le barrage de Stalitelny pour bloquer l'avancée russe à l'ouest. Bon, il s'est vite fait couper dans son interview.
Bref, en tous les cas, donc là, c'est une opération, à mon avis, désespérée, parce que ça va ralentir peut-être un tout petit peu l'avancée russe ici. Mais bon, voilà, mais apparemment, ça n'a pas fait autant d'inondations que cela, d'après ce que j'ai compris. Bon, bref, ça sert strictement à rien, puisque de toute manière, là, les Russes avancent vite déjà dans Koulakovier et Koulakovier s'effondre. Donc c'est vraiment une politique de terre brûlée qui, je trouve, est ridicule. Alors évidemment, là, vous voyez de grandes flèches parce que Constantinopole, bah, les Russes veulent prendre ça. C'est pour ça que j'ai mis ces flèches-là il y a déjà bien longtemps de cela. Et là, vous voyez qu'ils ont fait une avancée considérable au nord de Koulakovo, avancée considérable. Et là, ils ont pris Stanstivka. Donc, quoi, ils ont pris la moitié de Stanstivka. Évidemment, ils vont bientôt prendre cette ville entièrement, comme Koulakovo d'ailleurs. Et voilà là où ils veulent aller. Et vous voyez les grandes routes là. Donc ça, c'est le futur nœud logistique à prendre. Mais attention, un futur nœud logistique qui est en réalité très petit, hein. Là, il paraît, avec les grandes routes, ça l'apparaît grand, mais non, en fait, en réalité, c'est un petit nœud logistique. Rien à voir avec Koulakovo, qui lui était un vrai grand nœud logistique, même s'il y avait que quelques routes principales. Hein, c'était un vrai grand nœud logistique avec énormément de munitions, avec énormément d'approvisionnement de matériel, véhicules blindés, etc. Donc ça, c'était un vrai nœud logistique. Ça, c'est un nœud logistique secondaire qui sera pris, bien évidemment. Donc au sud de Pakrovsk, Pakrovsk entouré d'un carré rouge parce que c'est la zone la plus importante du front au moment où je vous parle. Il y a eu une avancée russe relativement importante. Ici, vous voyez, deux avancées ici. Alors là, la semaine dernière, je vous avais mis Charbon ou Dachnier parce que Oudachny et ses alentours, c'est une zone minière de charbon important, à l'image de Selidovo, hein, quand ça avait été pris à un moment donné. Donc Solidovo, Oudachny, des zones de charbon importantes, du charbon de haute qualité. C'est pour ça que je l'avais entouré de rouge. Ici, un peu plus au nord, dans la zone de Toretsk, Toretsk entouré de vert parce que c'est un endroit stratégique. Les Russes n'ont pas vraiment avancé. Alors comme c'est un endroit stratégique parce que ça mène à Kostiatynivka, ça c'est la proie des Russes bien évidemment. Kostiatynivka, c'est un futur vrai nœud logistique, donc un endroit vraiment très important que moi je situerais maintenant au niveau des nœuds logistiques comme le second après Paklovsk. Donc Toretsk, très important, ça c'est un verrou. Toretsk est un verrou, hein, c'est pas un nœud logistique, c'est un verrou. Je l'ai entouré de vert parce que c'est important. Mais ils n'ont pas avancé ici les Russes. Là par contre il y a eu une grosse avancée russe qui s'étale sur le front dans un endroit qui est pas si important que ça, mais ça pourrait l'être parce que là on peut imaginer facilement qu'une pince se forme, c'est-à-dire que les Russes fassent comme ça pour prendre Toretsk sur le nord. C'est tout à fait possible, nous verrons bien. Alors Tchassivial entouré de vert bien évidemment parce que c'est le plus gros verrou du front qui mène à Kramatorsk. Donc c'est pour ça que je l'ai entouré de vert. Alors pourquoi maintenant entouré de vert et non plus d'un triangle rouge comme c'était ainsi depuis 1 an et demi? Eh bien tout simplement parce que les Russes sont bien dans Tchassivial, mais par contre ils ont beaucoup de mal à avancer. Dans la zone de Krasny Liman, rien de spécial. Par contre, dans la zone de Kupiansk, oui, alors là, il y a des choses à dire. Là, ils ont beaucoup avancé. Vous voyez qu'ils sont en train d'appliquer la stratégie que je vous dis depuis des mois et des mois, c'est-à-dire de s'appuyer sur la rivière Oskol. Donc, évidemment, les Russes veulent s'appuyer sur la rivière Oskol, consolider, c'est ce que j'ai lu de blogueurs russes, hein, je ne sais pas si c'est exact, consolider pour ensuite faire une offensive au-delà de la rivière Oskol,
parce qu'évidemment, on ne passe pas une rivière aussi large comme cela. Donc, il faut consolider avant, il faut vraiment maîtriser une grande bande de territoire pour pouvoir se permettre de faire des opérations amphibies. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être presque l'événement de la semaine, une avancée considérable dans la zone de Kupiansk, qui était vraiment l'endroit le plus, on va dire, le plus difficile pour les Russes, avec la zone de Siversk, qui était une des zones les plus difficiles. Et là, ils ont fait une avancée, mais absolument considérable. D'un coup, comme ça, en une semaine, ils sont entrés dans Kupiansk. De plein pied, ils ont pris ce stade-là. Donc, vraiment, grosse avancée vers Kupiansk. En tous les cas, Kupiansk, d'après ce que j'ai compris, la ville serait en train d'être évacuée. Donc Kupiansk en train d'être évacué. Alors, il y avait déjà eu une évacuation qui a été faite sur Kupiansk, mais il restait quelques milliers d'habitants et les derniers sont en train d'être évacués d'après ce que j'ai compris au niveau des rapports ukrainiens. Voilà, donc Kupiansk, ça va être terrible, hein. Absolument terrible. Si Kupiansk est prise, là c'est Kharkov, hein, plus au nord, la ville de Kharkov qui peut s'inquiéter, hein. Parce que je rappelle que les zones fortifiées du nord, la dernière zone, c'est Kupiansk, hein. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. À ma connaissance, il n'y a plus rien. Donc une fois que Kupiansk sera prise, c'est direction Kharkov. Si vous voulez, Kupiansk joue le rôle de verrou à l'image de Tchassiviar dont je viens de vous parler, qui mène à Kramatorsk. Et bien Kupiansk, ça mène à Kharkov, hein. Voilà, c'est comme ça que moi j'analyse la situation. Un peu plus au nord, dans le front de l'extrême nord, il y a eu une petite avancée russe. Voilà, ils ont pris cet endroit-là qui était tenu fortement par les Ukrainiens. Ils ont pris cet endroit-là. Là, ils ont avancé sur Vovchansk. Alors, maintenant sur Kursk. Kursk, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu une avancée russe ici, mais c'est tout. Il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, Kursk, c'est spécial, puisque les Ukrainiens, depuis le 10 août, ne cessent d'envoyer leurs meilleures unités à Kursk, puisque Kursk, c'est l'endroit le plus important pour Zelensky. C'est l'endroit le plus important. Donc on disait que l'invasion ukrainienne à Kursk a été faite pour prendre la centrale nucléaire de Kouratchov. Bon, ça c'est ce que certains disent. Les Ukrainiens, eux, disent qu'ils ont fait Kursk pour dépeupler les soldats russes du Donbass pour qu'ils viennent aider ici afin que les Ukrainiens puissent mieux se battre dans le Donbass. Ça, c'est la version officielle ukrainienne. Alors, je ne peux pas dire quelle est la vraie version, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, bon, bah, ça se passe très mal puisque les meilleures unités ukrainiennes sont envoyées là constamment avec que du matériel de l'OTAN, des chars Abrams, des chars Léopard 2, des Bradley, etc., etc. Mais ils résistent bien parce qu'ils envoient tout ce qu'ils ont à Kursk. Donc ils résistent bien, même si les Russes avancent, ils grignotent. Toujours, ils grignotent chaque semaine. Mais ils résistent bien parce qu'ils envoient tout là-dessus. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a déjà des Tchétchènes sur place, bien sûr, mais il y a Kadyrov qui a dit qu'il enverrait 84 000 Tchétchènes donc supplémentaires. Je n'y crois pas, personnellement, nous verrons bien. Et c'est ici, bien sûr, dont l'Occident prétend qu'il y aurait maintenant 11 000 soldats nord-coréens. Nous verrons bien s'il y a des preuves, bah, très bien. Sinon, pour l'heure,
Ce ne sont que des rumeurs en réalité, ou de la désinformation occidentale comme vous voudrez. Nous verrons bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.